Elle nettoyait le sol du hall quand le directeur général l'entendit parler mandarin, espagnol et français comme une native. La plupart des employés ne remarquaient pas vraiment le personnel de nettoyage chez Belcourt Technologies. Pas par méchanceté, juste par habitude. Ils arrivaient après la journée, poussant des chariots, vidant les poubelles, essuyant les vitres pleines de traces de doigts, toujours silencieux, toujours en arrière-plan. Ce lundi matin à Montréal, au Québec, le hall résonnait de talons claquants, de téléphones qui vibraient et de jargon d'entreprise lancé à la va-vite. Victor Delaunay, PDG de Belcourt Technologies, était à mi-chemin entre le parking souterrain et le 19e étage, quand quelque chose l'arrêta. Une voix. Un mandarin impeccable, poli, précis, qui résonnait contre le marbre. Il ralentit non à cause de la langue elle-même, mais à cause de la personne qui la parlait. Il se retourna et vit une femme âgée en uniforme bleu foncé, le balai encore en main, en train d'indiquer calmement la direction d'un ascenseur à un visiteur perdu. Ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés sous une casquette sobre. L'homme hocha la tête, soulagé, et monta dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se referment, un second individu s'approcha, visiblement agacé, une tablette à la main. Elle lui répondit immédiatement en espagnol, lui indiquant un autre couloir. Il murmura « Gracias » avec soulagement. Puis un troisième, à moitié paniqué près du quai de livraison, reçut la même aide efficace, cette fois en français. Victor resta figé. Il la regarda passer d'une langue à l'autre, comme si elle changeait simplement de vitesse. Il s'approcha. « Excusez-moi », dit-il. Elle se tourna vers lui, sans surprise, simplement attentive. « C'était du mandarin ?» Elle acquiesça. « Et aussi de l'espagnol? Du français ?» Nouveau hochement de tête. « Je parle aussi portugais, arabe, allemand, italien, swahili. Je lis le latin. » Il cligna des yeux. « Ça fait 10 langues. » Elle haussa les épaules doucement. 11, si on compte le latin. « Et vous travaillez ici comme agent d'entretien de nuit? » « Je m'appelle Léonie Mercier. »« Madame Mercier, avez-vous un moment ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Bien sûr. » Ils prirent l'ascenseur en silence. À mi-hauteur, elle souffla doucement. « Ça fait 16 ans que je travaille ici. Jamais monté au-delà du 10e étage. » Il tourna la tête vers elle. Peut-être qu'aujourd'hui marque un nouveau départ. L'étage exécutif brillait. Son assistante fronça les sourcils en les voyant passer, mais ne dit rien. Victor fit signe à Léonie d'entrer dans son bureau. Elle s'assit avec calme, son regard parcourant la carte du monde sur le mur, les trophées en verre sur les étagères. « Léonie, comment une femme comme vous se retrouve ici, à nettoyer des bureaux ?» Elle esquissa un sourire sec. « Vous avez le temps pour une longue réponse ?» Il hocha la tête. Elle inspira. « Je suis née à Trois-Rivières. Mon père réparait des autobus. Ma mère faisait le ménage dans une école. On n'avait pas grand-chose, mais on avait des livres. Des dictionnaires usagés, des encyclopédies récupérées. Je suis tombée amoureuse des mots avant de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Les langues me venaient facilement. J'écoutais des feuilletons espagnols avec sous-titres et je répétais les phrases à voix basse. J'empruntais des cassettes audio à la bibliothèque. Français, allemand, un peu de russe. J'ai appris le créole de ma grand-mère. C'était mon petit monde. Silencieux, mais vaste. Elle marqua une pause, les doigts crispés sur le manche de son balai. J'ai obtenu une bourse pour l'Université Laval. J'ai étudié la linguistique. Je rêvais de travailler à l'ONU. Peut-être même faire des recherches sur les langues en voie de disparition. Sa voix baissa. Puis, la vie est intervenue. Mon mari est tombé malade. Cancer du poumon. On venait d'avoir une fille. J'ai quitté l'université pour m'occuper de lui. Il est mort quand notre fille avait 2 ans. Après ça, j'avais besoin de stabilité. Le ménage, ça me permettait d'être là le matin pour elle, de la conduire à l'école. C'était honnête. Elle regarda Victor droit dans les yeux. Mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. Cours en ligne, livres, forums, vidéos. Tous les jours, un mot nouveau, une structure nouvelle. Victor l'écoutait sans interrompre, les bras croisés mais détendus. Pas en patron, mais en homme qui découvre une vérité qu'il n'avait jamais vue. Les gens ne posaient pas de questions, dit-elle. Ils voyaient l'uniforme, supposaient que j'étais invisible. La plupart du temps, je les laissais faire. C'est plus simple de passer inaperçu. Il pencha la tête. « Vous avez déjà travaillé comme traductrice professionnelle ?»
Je fais du bénévolat parfois. Des hôpitaux, des cliniques pour réfugiés. J'aide à remplir des formulaires, à traduire des prescriptions. Mais rien d'officiel. Il griffonna quelque chose dans son carnet. Elle leva un sourcil. « Qu'est-ce que vous écrivez ?»« Des idées, répondit-il. À 15 heures précises, il réapparut près de l'ascenseur de service. « Madame Mercier, j'ai besoin d'un service. Une délégation japonaise vient d'arriver. Nos interprètes sont bloqués à l'aéroport. » Elle se redressa aussitôt. « Je ne suis pas experte en japonais, mais je peux tenir une conversation. » Elle reçut un badge visiteur et fut conduite dans une salle de conférence tendue comme un fil. Des cadres crispés, des sourires forcés. Elle entra calmement, salua avec un japonais soigné, formel. En 10 minutes, l'atmosphère avait changé. Elle ne se contentait pas de traduire. Elle transmettait. Elle écoutait profondément. Elle adaptait le ton. Elle comprenait les sous-entendus. À la fin, un des visiteurs s'inclina et dit « Elle nous a compris. C'est rare. » Dans le couloir, Victor la regardait comme s'il voyait quelque chose naître. « Avez-vous déjà envisagé un poste dans les opérations culturelles ?» Elle secoua la tête. « On ne me l'a jamais proposé. Moi, je vous le propose. » Le lendemain, son superviseur, Gérard, lui dit « Le patron veut te voir, quand tu es prête. » Elle finit son quart, alla dans le vestiaire et enfila un chemisier et un pantalon bien repassés. L'ascenseur vers l'étage exécutif semblait vibrer autrement. Quand elle sortit, l'air paraissait plus léger, ou peut-être plus attentif. Les regards suivaient ses pas. Une réceptionniste leva vraiment les yeux, sourit. Un stagiaire se redressa et s'écarta pour lui laisser le passage. Quelque chose avait changé. Victor l'attendait, debout près des grandes fenêtres. « Je veux vous offrir un poste, chargé de liaisons culturelles. Vous gérerez les traductions, les délégations, les formations. Plein temps. Avantage complet. On financera toute certification que vous voudrez. » Elle resta immobile. « Je n'ai pas de diplôme, » murmura-t-elle. « Vous avez mieux. Vous avez vécu les ponts qu'on essaie de construire. La langue, ce n'est qu'une partie. L'instinct, la présence, c'est ce qui compte. Vous les avez. » Elle hésita. « Pourquoi moi ? » « Parce que tout le monde dans cette salle hier croyait que vous étiez la plus compétente. Et moi aussi. » Elle inspira lentement. Pensait à sa fille, à ce que ce changement impliquerait. Puis elle dit simplement « Quand est-ce que je commence ? » « Vous n'avez jamais eu de titre. »« Alors il est temps. Et mon ancien poste, on le comblera, mais personne ne vous remplacera. » Dès mercredi, les couloirs bruissaient de rumeurs. Tout le monde savait. La femme de ménage du soir était devenue cadre. Certains félicitaient, d'autres râlaient. À la cuisine, un analyste dit « J'ai étudié à HSIC, elle faisait les sols. » Un collègue répondit « Elle parle swahili. Et toi ?» Le jeudi matin, Léonie arriva plus tôt que les autres. Elle traversa les bureaux silencieux, salua les gardiens de nuit et s'installa dans son nouveau bureau. Un simple bureau, une chaise, un portable. Elle passa ses doigts sur le bois, comme pour s'assurer que tout cela était réel. Elle ne souriait pas. Pas encore. Mais quelque chose en elle s'était redressé. L'ombre d'une dignité qu'on avait trop souvent ignorée. Elle ouvrit son ordinateur et consulta le planning. 3 réunions, 2 traductions urgentes, un déjeuner avec Victor. Elle commença par corriger un rapport sur les fusions en Asie du Sud-Est. Elle murmura des mots en vietnamien, puis en thaï. Chaque phrase reprenait du sens entre ses doigts. À 10 heures, elle entra dans une salle de réunion pour assister à une présentation sur les marchés émergents. Une jeune responsable marketing la regarda sans la reconnaître. Elle chuchota à sa collègue. « Elle fait quoi, elle ?» Léonie tourna lentement la tête. « Je traduis pour votre client de Kuala Lumpur. » Silence. Gêné mais instructif. L'après-midi, elle rencontra Youssef, du commerce international. Il ne la salua même pas. « C'est vous la nouvelle ?» Apparemment. Il jeta un dossier sur son bureau. « Voyons si vous pouvez gérer ça. » Elle l'ouvrit, sortit un crayon et murmura des phrases en portugais, des termes juridiques, financiers, administratifs. Il la regardait faire, incrédule. À la fin, elle leva les yeux. « Votre traduction originale contenait 6 erreurs. J'ai corrigé. » Il ne répondit pas. Juste un hochement de tête avant de repartir. Victor passa en fin de journée. Il observa le bureau rangé, les notes précises, les documents annotés. « Alors ? Orageux, dit-elle. Mais j'ai pris mon parapluie. » Il sourit. Elle ajouta.
Certains pensent encore que je suis juste la femme de ménage. Ils s'y feront. Le vendredi, un email circula. La diversité est une richesse, pas un slogan. Signé Victor. Personne ne dit son nom, mais tout le monde savait. Dans les jours suivants, elle reçut des messages discrets. Une assistante lui demanda comment dire « bienvenue » en zoulou. Un développeur lui tendit un livre de grammaire russe en disant « Si vous avez le temps, j'aimerais comprendre cette structure. » Léonie répondit toujours. Pas avec condescendance, mais avec calme. La patience de celle qui a attendu qu'on lui tende la main. Plus tard dans la semaine, elle entra dans une réunion avec des partenaires maghrébins. Elle les salua en arabe marocain, fluide et respectueux. L'atmosphère changea immédiatement. Un homme mit la main sur son cœur. Personne ne nous a jamais parlé ainsi. Merci. Ce jour-là, une plaque fut changée près de la salle de formation. Elle indiquait désormais « Salle Mercier », sans fanfare, juste du respect. Elle corrigea un contrat en coréen, réécrivit un module de formation où des expressions idiomatiques traduisaient l'arrogance. Elle assista à des réunions, parla peu, mais vit ce que d'autres rataient. Elle savait lire entre les silences, sentir les fissures dans les phrases bien polies, repérer les regards qui se détournaient trop vite. Elle ne s'imposait pas. Elle existait. Et parfois, c'était plus radical encore. Un matin, elle trouva un papier sous son agrafeuse. Je me sentais invisible. Aujourd'hui, non. Grâce à vous. L'écriture tremblait légèrement. Elle le rangea dans le tiroir, à côté de la photo de sa mère, en noir et blanc, sourire franc, blouse de travail boutonnée jusqu'au col. Sa mère qui lui disait autrefois, en l'abordant le soir, « Tu n'as pas besoin de demander ta place, ma fille. Prends-la, doucement, mais sûrement. » À la fin du mois, les choses changèrent. Lentement, comme la lumière d'hiver qui grignote les ombres. Des sièges furent ajoutés autour des tables de direction. Des voix, autrefois écartées, furent entendues. Victor, le PDG, lance un programme appelé « Voix intérieure ». L'idée était à elle, bien sûr, mais il n'en fit pas tout un bruit. Il savait. Il savait. Des formations virent le jour, du mentorat, des repas partagés où chacun racontait son histoire, pas son CV. On ne venait plus montrer son ambition, mais son humanité. Un jour, Léonie prit la parole. Pas de téléprompteur, pas de discours préparé. Juste elle. Robe sobre, dos droit, un micro dans la main, les battements de son cœur plus forts que l'amplificateur. Je n'ai jamais été seulement une femme de ménage. J'étais prête, mais personne n'a demandé. Puis elle respira, fort, sans honte. Et le silence qui suivit n'était pas un vide, c'était une présence, une reconnaissance. Après, on lui proposa de relire des modules, de devenir consultante, de traduire son discours en plusieurs langues. Elle le fit, et en ajouta une version audio en lingala, parce que c'était celle que parlait sa grand-mère. Elle retourna à son bureau. Envoya un mail en portugais à un client inquiet. Corrigea un manuel de formation en swahili destiné à Nairobi. Salua un stagiaire nerveux qui, sans le savoir, utilisait une interface qu'elle avait aidé à bâtir. Elle répondit à une question en arabe, puis en thaï. Quand on la félicita pour son parcours, elle dit simplement « Je ne suis pas un parcours, je suis une présence ». Elle n'avait pas besoin de titre, elle avait une mission. Et ça brille tout seul. Mais ce que personne ne vit venir, ce fut le jour où un appel la réveilla à 5h17 du matin. Une alerte. Quelque chose de grave. Une faille dans le système de communication interne. Une erreur de traduction dans un document de crise envoyé aux partenaires du Japon. Une erreur qui, mal interprétée, pouvait suspendre des contrats, détruire des alliances de plusieurs années. Les équipes paniquaient. On ne savait plus qui appeler. Jusqu'à ce que Victor prononce un seul nom. Appelez Léonie, maintenant. Elle était déjà au bureau à 6h02. Ses cheveux encore humides, une veste posée à la hâte. Elle s'assit, ouvrit 3 écrans, compara les versions, retraça le contexte culturel, redéfinit les termes, revalida les nuances. 1 heure plus tard, le Japon répondait « Merci d'avoir compris notre silence. Vous avez évité une rupture. » Le bureau entier s'était arrêté. Même les ascenseurs semblaient ralentis. Victor s'approcha, cette fois sans badge, sans costume, juste un homme qui comprenait ce qu'il devait à une femme discrète. « Vous nous avez sauvés. » Elle sourit, puis répondit calmement « Non, j'ai juste écouté ce que personne n'entendait. » La semaine suivante, on organisa une cérémonie. Pas pour elle, mais pour ce qu'elle incarnait.
les langues murmuraient dans les couloirs, les mains invisibles qui réparaient, qui traduisaient, qui reliaient. Elle assista à distance. Une place lui avait été réservée au premier rang. Elle choisit le dernier. C'était là qu'elle voyait le mieux. Plus tard, en refermant son tiroir, elle regarda encore une fois le papier sous l'agrafeuse et y ajouta un mot de sa propre main en toutes lettres. Pour la première fois, je me suis sentie invisible. Aujourd'hui, non. Grâce à moi.